Alors, on va évoquer maintenant les conflits. Abandonnons l'idée de segment et parlons de clients. Un conflit dans un même lieu entre deux clients, qui peut être un conflit d'ailleurs le plus souvent le larvé, mais il y a un client perturbateur et un client perturbé. D'abord, est-ce que vous avez, dans vos expériences personnelles, vécu cela récemment? Est-ce que ça vous évoque ça vous fait venir en tête un exemple récent? Oui, je crois qu'on a tous vécu ça dans des produits qui justement voient trop large, ce que j'appelle les produits universels, qui pensent qu'ils peuvent couvrir un spectre beaucoup plus large que ce qui est effectivement accepté par le client. Je prends un exemple. Ça m'est souvent arrivé d'aller dans des hôtels de très grande capacité, où j'y allais en tant qu'individuel, et il y avait un club sportif qui avait loué la moitié de l'hôtel, ou bien une convention d'une grande société qui avait loué la moitié de l'hôtel. Et puis dans l'ascenseur, j'étais donc le client individuel, et il y avait 10 personnes de cette société en question, et qui me demandaient dans leur langue « Et toi, t'es dans quel département ?» etc. Bon, bah, évidemment, ça ne me fait pas plaisir, et je n'aime pas ça, d'être assimilé à une catégorie dont je ne fais pas partie. Donc, bien sûr, il existe des conflits, mais plus vous prétendez servir un spectre large, plus vous augmentez la zone de conflit. À partir du moment où, du fait d'une offre très très large, vous avez clairement défini votre produit pour qu'il réponde à certaines attentes, les risques, je ne dis pas qu'ils disparaissent, mais ils sont considérablement diminués. C'est-à-dire que si je crée un produit pour l'individuel, eh bien, je n'aurai pas des groupes tourisme, des groupes affaires qui vont me perturber dans mes attentes en tant que client individuel. Donc, il faut concevoir l'offre pour une cible, et dans les multiples décisions qui créent le produit, qui créent le service, à chaque fois qu'une question se pose, c'est opter pour la réponse qui correspondra le mieux à votre cible et ne rien faire pour les autres cibles. C'est-à-dire peut-être d'autres personnes vont venir, mais si vous ne faites rien pour eux et tout pour votre cible, vous avez peu de chances d'avoir des catégories de personnes qui vont rentrer en conflit avec le client pour lequel vous avez conçu votre produit. Donc c'est l'offre et la manière dont elle est déterminée qui est la plus, entre guillemets, dissuasive possible. C'est un point de vue que vous partagez, Monsieur Aubert? Oui, effectivement. Un cas de conflit m'amène à avoir ce raisonnement également. Dans l'enseignement supérieur en général, pour prendre une autre catégorie de services, vous avez des programmes spécialisés de formation, des masters spécialisés par exemple, qui typiquement répondent soit à un besoin de jeunes d'avoir vraiment l'ultime qualification nécessaire avant de rentrer sur le marché du travail ou en complément une première expérience, ou à des cadres plus expérimentés de reprendre on va dire une piqûre de rappel ou un approfondissement. Donc ce qui fait que dans un même lieu de production de services, vous avez deux catégories de clients dans la salle de classe, pour parler concrètement, deux catégories de clients qui sont là pour les mêmes raisons. Donc, en termes de segmentation, on n'a pas faux, mais avec deux types de mentalités totalement différentes. Le premier, le jeune diplômé, qui est une machine intellectuelle qui résonne, etc., mais qui ne tient pas trop compte de la réalité. Et à côté, le cas très expérimenté, qui trouve très contestable tout un tas de théories qu'on lui apprend et qui n'adhère pas du tout au mode de raisonnement des jeunes qui sont à côté de lui. Donc, on arrive légitimement à ces formes de conflit parce que le produit répond à deux cibles simultanément, alors qu'il a été conçu pour répondre à un besoin générique qui est identique, et qui amène simplement des phénomènes quasiment d'éducation à l'éducation, c'est-à-dire à nous, organismes de formation, de préparer les deux cibles à vivre ensemble. Ce qui est quand même finalement assez touchy. Donc on les prépare, il y a de l'intégration, il y a de la formation à comment vous allez apprendre, comment vous allez travailler ensemble. Reconnaissez dès le départ qu'il y a des différences
liées à votre expérience, à votre culture, etc., et que ça va être une source d'enrichissement et non pas de conflit. Et ça nous amène de cette façon à, on va dire, résoudre les conflits, à les anticiper plus que les résoudre. Je pense que quand on est au stade, sur un segment de marché, on doit gérer de la réclamation client, entre guillemets, ou étudiant, dans notre cas, c'est moins confortable et moins agréable que d'avoir anticipé et d'avoir déroulé sainement, effectivement, comme vous le disiez, une offre de produit une offre produit-service qui va correspondre à l'ensemble. Oui, moi il me semble que c'est le maître mot, c'est-à-dire que gérer des conflits, c'est déjà un échec. C'est-à-dire que lorsque vous concevez votre programme de formation, votre hôtel, votre produit, etc., c'est évidemment la question qu'il faut se poser avant. Comment est-ce que je vais éviter ça? Et puis après, comment est-ce que je réoriente mon offre pour dissuader des clientèles qui ont adhéré à mon produit, mais qui me posent des problèmes dans la relation avec les autres clients. Et ça, il y a 36 manières de faire. Mais sur le long terme, gérer des conflits, c'est tout simplement impossible. Ce qui veut dire, pour prendre une traduction concrète, que dans l'hôtel en question, si on accueille des groupes, on leur réserve un endroit à part, un espace à part, pour qu'il n'y ait pas une proximité avec les clients qui sont les clients habituels de l'hôtel. Non, on les dissuade. C'est-à-dire que nous, très très clairement, nous n'acceptons pas de groupe. D'accord. Voilà. C'est pour le coup une position très ferme. Absolument. Mais si vous voulez, ce que les clients apprécient, c'est justement qu'il y ait des choix forts qui ont été faits dans tous les domaines et que du coup, ils se retrouvent dans quantité d'éléments, quantité de valeurs, etc. Et on a des résultats tout à fait étonnants. Je vous donne un exemple. À Lyon, où nous avons ouvert un hôtel, un soir, il y a 5 personnes qui dînent ensemble à la table d'hôtes. Ils ne se connaissaient pas du tout. Donc ils venaient d'horizons différents, de villes différentes, de sociétés différentes. Le lendemain, ils demandent au directeur de l'hôtel « Est-ce que vous pouvez nous réserver une table dans un bon restaurant ? On s'est rencontrés hier à la table d'hôtes, on a envie on a sympathisé de passer un dîner ensemble. » Pourquoi est-ce que ça a marché ? Parce qu'effectivement, on est sur un produit à très forte personnalité, qui a fait des choix importants, et ces 5 personnes avaient effectivement une probabilité de se rencontrer parce qu'ils correspondaient aux valeurs du produit et de la marque. Quand vous êtes dans un produit universel qui veut viser très large, il n'y a pas de probabilité pour que ces personnes sympathisent parce qu'il y a des différences. Et donc, c'est à la base qu'on s'est dit on va exclure tout un certain nombre de publics et la cible qu'on vise, on va tout faire pour qu'elle soit dans un confort extrême. Et du coup, l'ambiance est complètement différente et ces gens se sentent bien, sympathisent entre eux, vont dîner ensemble, etc. Mais c'est parce qu'on a exclu tous les gens qui étaient un peu différents. Et l'exclusion, ce n'est pas du racisme, c'est simplement qu'il existe d'autres produits qui sont parfaitement adaptés pour leurs besoins. Donc se ressembler pour se rassembler, ce serait un peu le... Se ressembler pour se rassembler, et avec un rôle... Et en ameublir, encore une fois, autour d'une offre, et en oubliant les typologies et les segmentations. Et dans le discours, on est en train de poser quelques principes fondamentaux qui sont essentiels dans la politique de service ou de marketing. Et vous l'avez exprimé très clairement, et j'aime beaucoup les termes. C'est tout d'abord, il faut savoir aider le consommateur à identifier si oui ou non l'offre est pour lui. C'est-à-dire il faut l'aider à se repérer. Est-ce que je suis exclu ou est-ce que je peux faire partie effectivement des consommateurs de ce produit-service ? Donc là, on parle à la fois du positionnement, mais de l'offre en tant que telle. Ensuite, l'autre thème, c'est de communiquer sur les valeurs. C'est-à-dire quelles sont nos valeurs. Vous avez cité les valeurs du produit, les valeurs de la marque également, qui sont fondatrices dans la capacité qu'aura un individu à savoir si oui ou non cette offre elle est pour lui. Et à cette condition, on construit finalement notre propre segment de marché. En tout cas, c'est nous qui fixons les règles pour attirer les consommateurs.
Et là, on se ressemble, on se ressemble et on s'assemble, entre guillemets, comme vous le disiez, beaucoup plus facilement. Quand le conflit se déroule, qu'est-ce que l'on fait vis-à-vis du perturbé et du perturbateur, même si j'ai bien compris que l'idéal était d'anticiper et de prévenir plutôt que guérir? La réclamation arrive, il faut la traiter. Voilà, c'est une règle de base en marketing des services. Alors effectivement, la question c'est le comment. Le comment, ça peut être tout simplement déjà, on a employé des termes comme médiation. Je pense que, moi je suis très attaché à ça. C'est effectivement l'idée peut-être de pouvoir discuter avec le client perturbé, perturbateur ou vice-versa, et d'essayer d'explorer l'origine de la plainte, de pouvoir la comprendre, d'essayer d'y apporter une réponse. Je pense que c'est dans le domaine du marketing des services et de la part du personnel en contact. Ça fait partie des éléments qu'on attend. Je pense qu'après aussi, notre discours est très axé aujourd'hui sur le point de réalisation du service. Il ne faut pas oublier tout ce qui peut se passer autour, c'est-à-dire qu'il faut enregistrer ce type de médiation, de réclamation, voir si effectivement il y a des comportements déviants ou alors des erreurs de ciblage, de segmentation qui finalement se révèlent de par la masse des infos qu'on peut collecter, et voir si on peut y remédier, donc en revenant à une réflexion sur la politique marketing à proprement parler.